Oui, ça y est, maintenant j'entends, oui. Ah, super. Très bien, donc c'est à moi maintenant. Je Oui, prends c'est cela. Voilà, d'accord. Alors, je vais remettre mon écran. Est-ce qu'il est partagé, mon écran? Non, pas encore. Est-ce que quelqu'un peut le partager ou c'est moi qui dois le faire? Alors, c'est peut-être à vous de le faire. Donc, partage d'écran. Et puis, Oui, donc, oh, voilà, voilà, voilà. Où est partage d'écran? Partager l'écran, voilà, ça marche. super. Et il faut que comme tout à l'heure, que ça remonte. Voilà, voilà, vite. Ah, faut vite. Voilà, diaporama à partir de la diapositive actuelle. Voilà, bien. Alors, je pense que vous avez, si vous n'aviez pas rempli le questionnaire, je pense que vous l'avez rempli à toute vitesse. Et concernant l'exploitation, pour mettre dans l'égogramme qu'on a sous les yeux, là, qui est en vert sur mon écran, donc vous avez eu le temps de faire. Regarde-moi. Pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà, ou sinon je vais continuer, hein. Mais est-ce qu'il y a des questions? euh, Alors, j'en ai pas vu. Je pense il y en a pas. Alors, comme disait un prédicateur, si vous n'avez pas de questions, soit vous n'avez rien compris, soit au contraire, j'ai été très clair et vous avez tout compris. J'espère que c'est la deuxième situation. Voilà, très bien. Donc, vous avez normalement devant vous, enfin sur une feuille que vous avez remplie vous-même, vous avez votre égogramme. Il peut se présenter comme celui-ci ou comme celui-là, ou, etc., etc. Quand j'avais présenté celui-là, j'avais dit, ah, ça pourrait être le cas d'une infirmière. Et j'ai souvent remarqué, parce que je l'ai fait faire des centaines et des centaines de fois ce test en entreprise, ou des tests similaires, parce qu'il y a plusieurs tests du même type. Et j'ai souvent remarqué que pour certaines personnes, ça correspondait bien à leur métier. Alors, je vais vous donner un exemple. Un homme qui, il était tout en parent normatif. En parent normatif, il avait 10. Bon, en parent persécuteur, il était à 7 ou 8. Parent donnant, il avait presque rien. L'adulte était correct. L'enfant libre, alors, très très bas, bon, etc., etc. Mais l'enfant adopté était assez bien. Et ce gars, quand j'ai posé la question sur son métier, il était responsable de la sécurité d'une grande tour dans un quartier de Paris qu'on appelle la Défense, hein. C'est des tours un peu comme à New York, hein, très hautes. Et donc, il était responsable de la tour avec 80 personnes sous ses ordres. Et, eh ben, le fait qu'il soit 10 en parent normatif et assez élevé en parent persécuteur, ça coïncidait tout à fait à son travail. Alors, il fallait, et je l'ai encouragé à être moins parent persécuteur, parce que le mieux, c'est d'être parent normatif et éviter d'être persécuteur. Mais dans un métier comme le sien, où il devait faire respecter des normes, il avait le bon métier, puisqu'il était au maximum en parent normatif. Et alors, si je me suis intéressé à lui, c'est parce que lorsqu'il a vu euh, l'enfant libre, l'enfant rebelle, enfin, ces colonnes-là, il m'a dit, ah, ça, c'est les informaticiens. Alors, je me demandais pourquoi il pensait ça. Et bien, il se trouve qu'un jour, quand il y a eu c'était à l'an 2000, il y a eu le passage de 1999 à 2000, et les informaticiens devaient surveiller, puisqu'on nous parlait du bug de l'an 2000,
Donc, dans sa tour, il y avait plein d'informaticiens qui étaient là, surtout à la Défense, hein, c'est un quartier d'affaires. Donc, vérifier que tout se passe bien. Et toute la nuit, ils étaient attentifs. Et vers 5 heures, 6 heures du matin, quand ils ont vu que dans sa tour, que tout allait bien, il y a quelques énergumènes qui ont allumé un feu d'artifice dans la tour. Une fusée est arrivée dans un local où il y avait du papier et on avait mis le feu à sa tour. Et ce brave homme disait, ça, c'est les informaticiens, donc enfants libres, enfants rebelles, des gens qui ne respectent pas les normes, quoi. Enfin, à ses yeux, quoi. Dans d'autres cas, j'ai vu des personnes qui, par exemple, étaient dans des métiers créatifs et j'ai remarqué que souvent leur enfant libre était très, très développé, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient ce profil qu'ils ont choisi ce métier ou si c'est le métier qui les a poussés à développer certains états du moi. Mais très souvent, j'ai remarqué que l'égogramme s'adaptait assez bien au profil de la personne, quoi, et au métier qu'elle faisait. Voilà, donc, alors, peut-être vous êtes très, très satisfait de votre égogramme et vous dites, ah ben c'est super, j'ai un bon parent normatif, j'ai un bon adulte, un bon enfant libre, etc. Peut-être vous êtes un peu déçu. Il faut savoir que l'analyse transactionnelle est un modèle positif, c'est-à-dire ce n'est pas là pour nous juger, mais il est là c'est un modèle pour nous encourager et pour nous dire que nous avons une grande responsabilité sur notre vie, donc nous pouvons changer les choses. Et donc, quand je vois mon égogramme, ben déjà, je peux me dire est-ce que ça correspond vraiment à ce que je suis? Parce que bon, un test, ce n'est qu'un test, hein, c'est pas toujours la réalité, c'est pas la vérité en tout cas. C'est un test qui me donne des indications. Et si je suis content de mon résultat, ben c'est bien. Et si je suis un peu déçu, il faut savoir que la prise de conscience permet l'action. Autrement dit, j'ai intérêt à tout ce qui est en dessous le faire passer en dessus. C'est la première règle, hein. Je suis parent sauveur, ok, mais c'est un tremplin pour être un bon parent donnant. Donc voilà, j'ai une piste là pour passer au-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai donné des indications tout à l'heure. Si j'en fais trop, si je fais plus de 50%, attention, si je ne suis pas compétent, pas la peine de vouloir aider les autres. Par contre, si je suis compétent et tout, eh ben, je vais investir cette partie-là. Un autre intérêt de l'égogramme, c'est de nous montrer que on peut muscler notre adulte, parce que tous ces états du moi, eh bien, ils sont là, mais rien n'est figé, rien n'est figé. Et nous pouvons travailler sur nous-mêmes. Bon, je vous ai raconté comment mes parents avaient mis un message en moi quand j'étais enfant, hein, contre les Italiens. Et finalement, un petit enfant de 10 ans peut réfléchir par lui-même avec son adulte et se dire, bah, tiens, ce message, il n'est pas bon, et le changer. Donc, nous avons cette possibilité de faire un travail sur nous-mêmes, et je dirais avec l'aide du Seigneur, hein, dans la prière aussi, pour développer notre adulte, muscler notre adulte, et éventuellement muscler aussi notre parent normatif et notre enfant libre, etc., ou notre parent donnant. Alors, souvenons-nous, il y a un seul état du moi aux commandes. Euh, En 5 minutes, ils peuvent changer deux, trois fois, mais à l'instant T, j'ai un seul état du moi aux commandes et c'est bien d'en avoir conscience. Alors, un concept de l'analyse transactionnelle, c'est de mettre l'adulte aux commandes. Et mettre l'adulte aux commandes, c'est justement le muscler, l'investir, et face à une situation, eh bien que l'adulte prenne conscience de ce qui se passe dans le parent. Tiens, voilà, ce message que j'ai en moi, ben, ça c'est comme ça que mon père parlait, ou c'est comme ça que ma mère parlait. Donc j'ai pris conscience que ce message qui est là, il ne vient pas de moi, il vient d'ailleurs. Il est peut-être très bon et je peux le garder, ou très mauvais, il faut l'éliminer. Et puis prendre conscience de ce qui se passe dans mon enfant. Euh, Mettons que je me trouve devant une situation difficile. Euh,
et que j'ai peur, bon, l'adulte dit, bon voilà, j'ai peur. Et l'adulte peut analyser, mais j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? On l'a vu aussi, l'enfant, c'est pas seulement les émotions et les sensations dans l'ici et maintenant, mais l'enfant contient beaucoup d'émotions et de sensations que nous avons vécues dans notre enfance et qui sont restées enfouies. Et par exemple, admettons que je suis au travail et puis mon hiérarchique est fâché contre moi et me parle fort et avec des mots très durs et en élevant la voix. Le risque, c'est de me ressentir dans mon enfant parce que j'ai vécu ces situations avec mon père, donc elles sont là. Et puis, je ne sais pas comment faire parce que c'est comme si je me retrouvais quand j'avais 5 ans. Et c'est là que l'adulte peut venir à mon secours en disant, OK, quand tu avais 5 ans, tu ne savais pas répondre, mais maintenant, tu peux t'expliquer clairement. Si ton hiérarchique n'est pas content, c'est parce qu'il n'a pas compris la situation et tu es tout à fait en mesure de pouvoir la lui expliquer maintenant, quoi, par exemple. Donc là, mon adulte a pris le dessus. Donc, bien sûr, mon enfant est toujours un peu apeuré parce qu'il a revécu une scène de l'enfance, mais j'ai réussi à mettre l'adulte aux commandes et c'est lui qui prend la décision finale. Et c'est quelque chose de très, très important, c'est de savoir analyser ce qui se passe dans le parent, ce qui se passe dans l'enfant, et puis savoir revenir dans l'adulte, qui en tenant compte de tout, des deux instances, mais en tenant compte aussi de la réalité, de l'environnement, va prendre la décision finale. Et nous arrivons du coup à l'aide à la décision. C'est en cela que l'analyse transactionnelle peut être intéressante. Nous avons des choix à faire. L'analyse transactionnelle est un moyen parmi d'autres, hein, un moyen parmi d'autres d'avoir une grille qui peut nous aider dans des situations difficiles ou des situations pas forcément difficiles, mais où il faut prendre une décision. Alors, nous pouvons interviewer nos états du moi pour résoudre un problème ou faire un choix. Et, euh, et ce sera donc une illustration de comment mettre l'adulte aux commandes dont nous venons de parler. Donc, face à une situation, je peux me dire, que dit mon parent? Et une autre façon de le faire, c'est dans cette situation, qu'est-ce que mon père aurait dit ou qu'est-ce que ma mère aurait dit? Et quelquefois, vous vous rendez compte que ça correspond à une partie de vous-même. Voilà. Que dit mon parent? J'ai une proposition mettons, de prendre un poste, soit en entreprise, soit dans l'église, de déménager, etc. Bon, que dit mon parent? Mon parent, il peut dire ah, bah tiens, une proposition comme ça ne se refuse pas. Voilà. Voilà. L'église ou mon entreprise m'a proposé un poste, mais où je dois déménager, par exemple. Bon, alors, j'entends une voix qui me dit il faut obéir aux autorités. Enfin, euh, un poste comme ça ne se refuse pas. C'est une bonne opportunité. Et puis une autre voix qui me dit attention, il faut penser à ta famille. Ta femme vient de prendre un nouveau job. Ça a été difficile à trouver. Maintenant, si vous déménagez, il faudra tout reprendre à zéro. C'est pas dit qu'elle va pouvoir trouver un travail dans l'autre ville où tu vas aller. Donc, un de tes devoirs, c'est de prendre soin de ta famille. Et concernant les enfants, il faut penser à leur école. Ils ont tous leurs copains ici, etc. Et donc, vous voyez, le parent va. Il y a plein de voix en moi, et ça, je les aurai toujours, hein, que je connaisse l'analyse transactionnelle ou non. Ces voix, elles seront en moi. Mais l'analyse transactionnelle va me permettre de dire, tiens, ça, c'est du parent normatif, et ça, c'est du parent donnant. Et puis ensuite, dans l'interview des états du moi, je vais écouter mon enfant. Que dit mon enfant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, face à un nouveau poste, par exemple, eh ben, il y a quelque chose en moi qui peut dire, ouais, c'est chouette, super, ah, c'est formidable. Bon, voilà, mon enfant est très heureux. Mais à d'autres moments, j'entends une autre voix de mon enfant qui me dit, oh là là, est-ce que tu vas réussir? C'est un poste plus important que celui que tu as dans ton entreprise.
ou c'est une église où il y a plus de monde, ou cette église, j'ai entendu dire que quelquefois il y a eu des difficultés et que et du coup, je vais entendre cette voix qui va me dire attention, c'est pas si prudent que ça, réfléchis, etc. Donc mon enfant va exprimer ses joies, ses peurs, etc. Et puis dans l'écoute de l'adulte, je vais poser la question, que dit mon adulte? Et comme on l'a vu, l'adulte, c'est l'instance de la réflexion. Et pour réfléchir, il faut avoir des éléments concrets. Donc, au niveau de l'adulte, je vais me dire, bon, eh bien, euh, est-ce que le marché de l'emploi, puisque je m'étais posé la question pour le, le travail de ma femme, est-ce que le marché de l'emploi est positif dans cette ville? Soit ça peut être un endroit où il n'y a aucune possibilité, soit ça peut être une ville où il y a beaucoup d'entreprises, et ça pourrait être une bonne opportunité d'y aller. Euh, je- Dans les soucis que j'avais peut-être au niveau de mon parent, c'était tes propres parents à toi sont âgés, il faut que tu les visites, donc il ne faut pas aller trop loin. Donc, au niveau de l'adulte, pour répondre à ce souci, enfin pour répondre, en tout cas pour analyser la situation, je vais me dire par exemple combien de temps ça prend en voiture entre ce nouveau lieu où j'habiterai et puis là où habitent mes parents. Où est-ce qu'il y a des transports en commun pour faire le trajet facilement, etc., etc. Donc, au niveau de l'adulte, je vais analyser la situation, je vais étudier les faits sans crainte, sans a priori, en disant voilà, quels sont les faits bruts. Voilà, quels sont les faits bruts. Et donc, je vais pouvoir, je dirais pas résoudre le problème, mais ça va m'aider dans ma réflexion. Et si je suis chrétien, ça va m'aider aussi dans ma prière, puisque j'aurai des éléments concrets qui seront là. Et au final, c'est bien sûr, c'est mon adulte, une fois qu'il a tous les éléments concrets, qu'il a analysés, qu'il a bien pris en compte les besoins, les sensations, les sentiments, les émotions de l'enfant, qu'il a pris en compte les valeurs euh, de qui je dois prendre soin, etc., qu'il a bien pris en compte tous ces éléments du parent, c'est l'adulte qui peut prendre la décision finale. Interview des états du moi, toujours, aide à la décision, c'est une autre matrice, une autre grille. Face à une situation qui me perturbe, ou qui arrive comme ça, je peux me poser trois questions. La première, c'est est-ce de ma responsabilité? On connaît plein de gens qui s'occupent de choses qui ne les regardent pas. Et peut-être nous le faisons nous aussi, parce que nous avons un parent sauveur ou je ne sais quoi. Donc, face à une situation nouvelle, l'analyse transactionnelle dira, je me pose la question, est-ce de ma responsabilité? Ensuite, est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que je peux résoudre ce problème? Et enfin, la troisième question, c'est en ai-je envie? Parce que si j'en ai pas envie, même si c'est de ma responsabilité et même si j'en ai les moyens, quelquefois, je risque de saboter le résultat. Remplir ma feuille d'impôt, est-ce que chaque année, est-ce de ma responsabilité? Oui. Est-ce que j'en ai les moyens? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Non. Et c'est pour ça que j'attends le dernier jour à minuit moins le quart pour la remplir sur Internet, par exemple, ce que font des millions de Français, quoi. Donc, voilà. Je cherche un emploi. Donc, est-ce de ma responsabilité? Oui. En ai-je les moyens? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Ah non, 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 là, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ce poste, j'ai vu l'annonce dans le journal, mais en même temps, il faut que je gagne ma vie, mais en même temps, quand je vois ce poste, j'ai vraiment pas envie de le faire. Ben, qu'est-ce qui va se passer si je prends pas conscience que mon enfant n'en a pas envie? Je risque d'aller au rendez-vous qu'on m'a fixé et puis d'arriver avec une heure de retard parce que dans ma tête, j'avais vraiment pas envie de le faire, quoi. Donc voilà, donc aide à la décision, interview des états du moi. Voilà deux grilles qui peuvent nous aider.
Et donc là, il est 21 heures et il nous reste 1 heure. Alors, je crois que je vais arrêter ici pour ce modèle. S'il y a des questions, je vais bien y répondre. Et puis, je passerai au deuxième modèle que je pensais vous présenter ce soir, qui est très différent, mais très utile aussi. Alors, il y a une question dans le chat. Donc, la personne pose, enfin, la personne dit ceci. Est-il possible d'avoir plus de deux figures parentales en même temps? Alors, je sais pas si je comprends bien la question, mais il y a énormément de de figures d'autorité, de figures parentales qui vont influencer notre vie. D'abord, le papa et la maman, bien sûr, et ça peut être les oncles, les tantes, ça peut être, comme je le disais, le pasteur, la monitrice d'école du dimanche, l'instituteur, l'institutrice, et tout au long de notre vie, euh, notre parent va agréger l'influence de d'autres figures d'autorité. Ça peut être, ça peut être un patron, ça peut être un pasteur, ça peut être tout ça. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. Euh, un pasteur, c'était dans les assemblées de Dieu, un pasteur, alors je montre ma main, il avait un doigt cassé. Donc quand il levait la main pour dire Alléluia et autres, il avait ce doigt qui était toujours à part des autres, quoi. Et bien au bout d'un moment, ces pasteurs stagiaires, quand ils levaient la main, euh, l'annuaire, là, il descendait aussi. Donc ils avaient, sans s'en rendre compte, ils avaient introjecté le geste du pasteur avec le doigt qui descendait au lieu d'avoir une main. Comme ça, ils avaient un doigt qui descendait. Comme quoi, tout au long de notre vie, nous sommes influencés par des figures d'autorité, tout au long de notre vie. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que. Alors après, comme on l'a vu, en analyse transactionnelle, on va les classer entre ce qui sera plutôt de la norme et des valeurs, parent normatif, parent persécuteur, ou ce qui sera plutôt de la prise en charge de l'autre. Voilà. Ce qui correspond un peu au père et à la mère, en psychanalyse, le père qui représente la loi et la mère qui représente plutôt le côté affectif, quoi. Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question là, pour demander à la personne? Ou est-ce qu'il y a Oui, d'autres? je pense que c'est la seule hein, dans le chat. D'accord. Très bien. Eh bien alors, euh, je vois- ah oui, oui, merci. Donc j'ai répondu à la question. Voilà. Donc là, on va passer à un tout autre modèle. Alors, comment je peux enlever mon... Je peux l'enlever pour vous. Voilà, Je voilà. l'enlève. Pardon, j'ai éteint mon téléphone, j'avais oublié de l'éteindre. Voilà, donc là, je vais mettre... euh, je vais fermer ce PowerPoint. Alors, et on va passer à l'autre PowerPoint, voilà, qui sera PCM. Et bon, peut-être que je peux mettre diaporama à partir du début. Voilà, donc là, je suis ici, partager l'écran. Ah, c'est super ça. Voilà, tout le monde voit bien le slide. Ah oui, Ah, c'est bon. PCM. PCM, alors c'est Process Communication Model. C'est un modèle génial. Alors, j'ai pas pu vous envoyer de tests parce que les tests sont payants et puis ils sont beaucoup plus compliqués que celui comme d'analyse transactionnelle, quoi. Et, euh, et, ça coûte 70 euros par personne, donc je pense pas que tout le monde aurait pu faire ce test de PCM. Mais ce que je vais vous dire sera suffisamment, enfin, sera suffisant pour comprendre le modèle. Alors, pourquoi?
Pourquoi ça n'avance pas? Ah, voilà. Je vais appuyer sur le bouton, ça n'avançait pas. Alors, les origines, alors c'est un modèle très différent, mais en même temps, il y a un lien, puisque T.B. Keller, le créateur du modèle, était lui-même un analyste transactionnel. Donc, ce que nous avons étudié, les états du mois, tout ça, il connaissait par cœur. C'était un analyste transactionnel. Il a fait une découverte sur les drivers. On a parlé des drivers tout à l'heure, mais je ne vais pas en reparler maintenant. C'est lui qui a découvert les drivers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait écrit des articles sur les drivers dans des revues savantes de psychiatrie. Et le, le responsable du recrutement des astronautes de la NASA a lu cet article et lui a téléphoné et lui a dit, écoutez, vos travaux m'intéressent et je vous propose de venir travailler pour la NASA. Ce qui était quand même une expérience extrêmement intéressante pour un jeune psychologue. Alors, le psychiatre en chef de la NASA s'appelait Terry McGuire. Et alors, je dois vous préciser que j'ai rencontré les deux. J'ai rencontré Terry McGuire et j'ai rencontré aussi T.B. Keller. T.B. Keller, je l'ai rencontré 2 fois et Terry McGuire une fois dans un congrès. Donc, Terry McGuire a dit à T.B. Keller, voilà, ce que je veux, c'est un modèle qui permette la cohésion des équipes et prévoir les comportements sous stress. Quand les gens seront sous stress dans une navette spatiale, comment ça va se passer? Il faut pouvoir le prévoir pour pouvoir trouver des solutions. Alors, T.B. Keller a créé le modèle ProcessCom et il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est la manière de dire les choses a autant et quelquefois plus d'importance que ce qui est dit. Et puis, il y a 6 types de personnalités. Chacun de nous développe dans sa vie, au cours de sa vie, les caractéristiques de chacune de ces types de personnalités. Donc, 2 piliers, la manière de dire les choses et 6 profils. Alors, vous voyez la grande différence, et T.B. Keller était un analyste transactionnel, mais la grande différence dans le modèle-là, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, en analyse transactionnelle, on n'avait pas des types de personnalités différents, comme de dire cette personne est empathique, cette personne est autre chose, quoi. C'était en chacun de nous, il y a un parent, un adulte, un enfant, ok, qui fonctionnent différemment avec des énergies différentes et un poids différent. Alors qu'ici, Debbie Keller, tout en étant analyse transactionnelle, est revenu à un schéma beaucoup plus classique de classer les personnes par type de personnalité. Mais il n'a pas renié l'analyse transactionnelle, il ne l'a jamais renié, mais il a ajouté quelque chose de nouveau. Alors, domaine d'utilisation très rapidement, management d'équipe, prévention des conflits, recrutement, vente, organisation, etc., etc., coaching, etc. Je passe là-dessus. Je me fais un petit plaisir de vous montrer les clients qui utilisent ProcessCom. Vous reconnaissez la pomme d'Apple, Bayer, BMW, Coca-Cola, la NASA, bien sûr, voilà, hein, tous ces gens qui sont IBM, voilà. Donc, c'est un modèle qui est très développé. Et même T.B. Keller a formé à la process communication l'ancien président des États-Unis, c'était pas Jimmy Carter, c'était Bill Clinton et sa femme. En tout cas, sa femme sûre. Voilà. Alors, ProcessCom part d'un constat qu'a fait T.B. Keller, c'est que nous avons une perception différente de la réalité. Et ça, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est que les perceptions? Eh ben, c'est une façon de percevoir le monde ou de percevoir les autres, une façon de voir, une façon de comprendre, une façon d'expérimenter, une façon d'interpréter, une façon de réagir. Euh, J'étais avec un pasteur la semaine dernière et très rapidement, j'ai vu que sa façon de percevoir le monde, c'était l'action. Ouais. Il a besoin d'agir, il a besoin d'expérimenter. Donc c'est en agissant et en expérimentant
qu'il découvre le monde. Et c'est comme ça qu'il vit, quoi. Il ne peut pas faire la théologie dans un livre. Il a besoin d'expérimenter, de rencontrer des gens, de parler. Et d'ailleurs, j'ai passé une semaine avec lui et on est passé par les trois quarts du temps dans sa voiture, aller à droite, à gauche, parce qu'il est toujours dans l'expérience. D'autres personnes, leur façon de comprendre le monde, ce sera plutôt par l'analyse, de comprendre, de faire le tour de la question, etc., etc. Or, et c'est là que c'est intéressant pour nous, même si vous ne vous souvenez pas de tout, parce que j'ai conscience que c'est une soirée un peu chargée au niveau intellectuel, euh, déjà savoir qu'il y a six façons, au moins, de comprendre le monde et que nous avons des façons différentes les uns des autres, ça nous aide à mieux nous comprendre. Et si nous ne comprenons pas, ou si nous voulons que les autres voient le monde comme nous, eh bien forcément, ça va nous conduire à avoir des problèmes et des difficultés relationnelles. Alors, la façon de percevoir le monde, c'est comme un filtre. Ah, c'est comme un filtre, c'est comme si j'avais des lunettes. Et imaginons par exemple une personne, un médecin qui rentre dans une salle de malade et il a sa blouse blanche. Et une personne a des lunettes avec des filtres bleus. Eh bien, la blouse blanche, elle va la voir bleue, quoi. Et si une autre a des filtres jaunes, eh bien, ils verront la blouse jaune. Et puis après, ils pourraient se disputer en disant, mais non, elle est bleue, mais non, elle est jaune, etc. Et donc, nous, la façon de percevoir le monde est comme un filtre. Et ça va se sentir dans le vocabulaire. Alors, je n'analyse pas le vocabulaire de tout le monde, mais quand il y a des difficultés ou des mécompréhensions, j'essaie d'analyser le vocabulaire pour comprendre quelle est la façon de percevoir le monde de cette personne, comment elle le perçoit. Il y a aussi la structure de phrase. Selon la façon dont les gens parlent, ils trahissent en quelque sorte un peu leur filtre. Et c'est très intéressant parce que ça permet justement de mieux communiquer. Donc, comment nous disons les choses, voilà, c'est notre façon de percevoir le monde, de percevoir les choses. Et les voilà. Les six perceptions, je vous les donne. Il y a d'abord la pensée factuelle. Ben, il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils sont tout de suite dans l'analyse. Et ils vont utiliser les mots de la logique. Si je comprends bien, d'après ce que tu m'as dit, si les offrandes de l'Église augmentent de la même manière qu'au premier trimestre, tu penses qu'à la fin de l'année, l'Église pourra payer sa cible, ou pourra avoir un pasteur à plein temps, etc. Oui, la personne est dans la logique. Il n'y a pas de sentiment, c'est la logique. Une autre façon, une autre perception, une autre façon de percevoir le monde, c'est les opinions. Et là, le langage de la personne sera plutôt des convictions et des valeurs. Je suis persuadé que si vous êtes très attentif en m'écoutant ce soir, ce que je vous ai enseigné vous sera utile dans votre travail dans l'Église. Voilà, là j'ai parlé euh, en m'adressant à ceux qui ont le filtre opinion. Mais peut-être que certains qui n'ont pas ce filtre, qui ne perçoivent pas le monde par les opinions, cette façon de parler les gêne plus qu'autre chose. Alors que ceux qui sont dans les opinions peut-être diront, ah, moi j'aime bien qu'on me parle comme ça, quoi. Et puis, il y a les émotions. Un autre filtre, c'est les émotions. Et là, la personne, ce qui va la toucher, ou la façon dont elle voit le monde, ce sera le ressenti. La personne qui est dans les émotions va être axée sur la chaleur humaine, par exemple. Et euh, dans les situations, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas la logique qui va l'accrocher, mais c'est plutôt le ressenti, la façon dont les autres se sentent bien, se sentent à l'aise dans l'Église. Atteindre la cible n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que les gens soient heureux dans l'Église. L'inaction-réflexion. Alors c'est là, on est dans l'invitation à l'action. Ce sont des personnes qui souvent ont le front lisse avant et qui ont une réflexion très, très approfondie
Et ces personnes, leur filtre, eh bien, c'est l'imagination. Mais l'imagination concrète. Le meilleur exemple, c'est Einstein, qui pouvait imaginer des choses sur la relativité générale, sur comment le monde a pu se créer, comment les choses ont pu se mettre en place. Une imagination incroyable. Donc, ce n'est pas simplement un rêveur, il passe pour un rêveur, mais en fait, son imagination, c'est un filtre. Et grâce à son imagination, il peut aller très loin dans la pensée. Et puis, vous avez des personnes, leur façon de percevoir le monde, leur façon d'envisager le monde, c'est la réaction. J'aime, j'aime pas. Alors, ces personnes, souvent, elles aiment l'humour, le jeu, et là, complet. Alors, je ne sais pas ce que j'ai marqué ici, parce que c'est caché. La complicité, je pense. Ce sont des gens qui Oui, sont. oui, c'est cela, l'humour, le jeu et la complicité. Ah, moi, je ne vois pas parce que j'ai j'ai la liste des présents à ma droite, là. Mais bon, vous pouvez deviner que c'était ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui préfèrent réagir qu'agir et qui peuvent partir au quart de tour dans une discussion, etc., balancer le mot qui fâche ou le mot qui va faire rire, etc., etc. Et enfin, je vous ai donné l'exemple de ce pasteur avec lequel j'étais la semaine dernière. Lui, c'était l'action, l'initiative, les bénéfices, pas de parlotte, on y va, on fonce, etc., 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 quoi. Et alors, bien sûr que nous avons ces six perceptions, elles sont toutes en nous, bien évidemment, hein, mais à des degrés divers. Et quand je vous parlais de ce collègue que j'ai vu la semaine dernière, la prédominance chez lui, c'était l'action, c'est clair, mais il y avait aussi la réaction. Alors, ça fait quelqu'un qui est dans l'action, hein, et qui en même temps réagit au quart de tour, il aime pas, etc., etc. Ce qui d'ailleurs peut quelquefois poser des problèmes, parce que la vie, c'est pas tout blanc, tout noir, mais il y a toutes les nuances de gris qui sont là, etc. Et on ne peut pas catégoriser les personnes en disant lui je l'aime et lui je l'aime pas, quoi. Mais je peux vous dire que c'est comme ça que ça réagissait un peu, quoi. Alors voilà, je vais vous les présenter autrement. C'est le secret du succès. Eh bien, si je suis dans l'analyse, hein, si ma façon ma perception, c'est l'analyse, la pensée factuelle, la logique. Le secret du succès, c'est de travailler dur, de penser clairement, d'être logique et de structurer son temps. Une autre personne dira, le secret du succès, et là, bon, c'est des opinions, hein, c'est d'être consciencieux, de respecter les règles, d'adhérer à de grands principes moraux et de contribuer à l'avancement de l'humanité. Euh, Ici, je ne vois pas tout, mais je pense que le secret du succès, c'est de prendre soin des autres et d'être, qu'est-ce que, Sensible? sensible à leurs sentiments. Hein, c'est de ça. Oui. Voilà. La personne dont le filtre, dont la perception est l'inaction, l'imagination, quelquefois on dit, le secret du succès, c'est de rester calme, réfléchir dans toute situation, prendre du temps pour soi, s'isoler pour réfléchir à la vie et à des choses plus abstraites. La personne qui est dans la réaction dira le secret du succès, c'est d'être soi-même. Oh, oh, je ne vais pas être quelqu'un d'autre, hein, je suis moi-même, je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de m'amuser, d'être créatif. Carpe diem, hein, la vie ne dure pas longtemps, donc on va en profiter, quoi. Et enfin, euh, ah ouais, je vais laisser le pasteur Juro lire parce qu'il m'en manque une partie, de faire de notre C'est vie, de notre, de faire de nombreuses choses passionnantes, voilà, nombreuses. d'user de son charme et de savoir retomber sur ses pattes. Voilà. Alors celui-là, c'était le profil de base du président Nicolas Sarkozy, quoi. Ce sont des gens qui sont charmeurs, qui sont dans l'action, c'est pour ça qu'il est écrit ici d'user de son charme, savoir retomber sur ses pattes, etc. Donc beaucoup de politiciens sont comme ça. Ce que j'ai remarqué en travaillant en entreprise, c'est que quelquefois ceux qui créent une entreprise au départ ont plutôt ce profil-là parce qu'ils sont dans l'action. Mais quand l'entreprise est créée,
souvent, comme successeurs, on préfère leur donner des gens qui sont dans la logique, dans la pensée logique, etc., qui travaillent dur, etc., et qui aiment bien structurer leur temps, quoi. Alors, on continue. Le secret du ministère. Alors, je vous ai mis quelques phrases comme ça, là. Euh, eh bien, dans la logique, dans la pensée logique et structurée, mon père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis, parce que ce sont des gens qui passent beaucoup de temps à travailler, qui aiment bien ces notions d'agir, de travailler. Eux, c'est plutôt l'action. Là, c'est plutôt agir dans le sens travail. Là, c'est un peu différent. L'organisation est la clé de la croissance de l'Église. Voilà, on aime bien organiser les choses. Je connais des pasteurs pasteurs pentecôtistes, hein, Assemblée de Dieu, qui disaient, un pasteur qui me disait, voilà, j'avais du mal à diriger l'église, et puis j'ai acheté un ou deux bouquins de management, et après, hop, je l'ai mis en pratique, quoi, parce qu'il y avait l'organisation et tout. Donc, oui, je dis pasteur pentecôtiste, Assemblée de Dieu, parce que d'un côté, on pense qu'il y a ce fait de s'attendre au Seigneur, ce qui est vrai, mais en même temps, ce pasteur, il avait besoin de choses concrètes pour l'organisation. Le secret du ministère, pour quelqu'un dont le fil sera les opinions, ce sera la fidélité, l'engagement. J'aime que les gens soient fiables, etc. Si c'est les émotions, le filtre, eh bien, l'amour couvre une multitude de péchés, aimez-vous les uns les autres. Si on a une personne qui est plutôt dans l'imagination, elle dira le secret du ministère, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà un verset qui va lui plaire. Je suis sûr, je suis resté silencieux, je me suis tu et j'ai écouté, etc. Le secret du ministère, chanter, danser, pousser des cris de joie pour celui qui est dans la réaction. Et pour celui qui est dans l'action, ben, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, euh, pas de théorie, mais il faut que les choses avancent. Conception de l'Église, je suis dans la pensée logique. J'ai organisé 3 groupes de prière et 6 groupes d'études bibliques. Ils se réunissent le lundi pour les groupes de prière et le jeudi pour l'étude biblique. Oui, c'est clair, c'est structuré, c'est bien. Euh, enfin, attitude, opinion. Nous avons des ministères reconnus dans l'Église. Ouais, j'insiste sur le mot reconnu, des ministères reconnus dans l'Église, des hommes et des femmes fidèles sur qui je peux compter. Voilà. Euh, et dans l'attitude, dans le filtre, la perception basée sur les émotions, nous faisons régulièrement des agapes dans l'Église pour que les gens se rencontrent, pour favoriser la communion fraternelle, etc., etc. Si je suis dans la perception imagine-action, j'imagine que si nous étudions bien la Bible, Dieu nous bénira et fera croître la communauté. Je la vois déjà comme le peuple d'Israël dans le désert. Euh, une personne qui est dans la réaction pourrait dire, comme conception de l'Église, si vous restez au vieux cantique, vous n'aurez que des vieux, secouez-vous, modernisez-vous, culte Zoom et réunion WhatsApp. Et puis quelqu'un qui est dans l'action, pas de temps à perdre avec vos élucubrations. Le Seigneur vient bientôt. Allez, hop, on sort, on va dans la rue pour évangéliser. Bon, voilà, de façon un peu caricaturale, j'ai montré ces différentes conceptions qu'il pourrait y avoir, mais on peut très facilement imaginer que si nous n'avons pas conscience de la différence des autres, nous pouvons être gênés. Par exemple, la personne ici, là, que je, qui pense qu'il faut prendre le temps, étudier la Bible, qui c'est dans le calme que le Seigneur se révèle, etc., elle sera gênée d'avoir quelqu'un qui dit voilà, il ne faut pas rêver là, hein, il faut y aller, il faut sortir, il faut aller faire l'évangélisation, tout. Et lui ou elle sera peut-être gêné que l'autre prenne son temps en disant mais il n'a pas conscience de l'urgence de l'évangélisation, quoi. Et donc les deux vont se juger. Et puis celui-là qui veut secouer l'Église et tout, il sera peut-être fâché, les deux se fâcheront facilement parce que lui euh, ou elle, comme elle est plutôt dans les valeurs, dans ce qui se fait, dans la fidélité, elle aura tendance à garder les vieux cantiques, etc., etc., de ce qu'on connaît, qui est sûr, qui est bien pensé, on sait que ça a été une bénédiction pendant des années. Et lui, bah, ça le barbe de chanter ces vieux cantiques. Donc, il peut y avoir des conflits entre ces deux personnes, quoi. Donc, la prise de conscience que nous percevons les mondes différemment
et que c'est ni bien ni mal, que tout est bon. C'est ça qui est intéressant avec les modèles américains, c'est qu'ils sont toujours positifs, humanistes. Eh bien, la prise de conscience de nos différences peut nous amener justement à relire 1 Corinthiens 12 de façon différente. 1 Corinthiens 12, c'est les dons. On est au service des uns des autres, on est différents et on met nos dons et nos ministères au service les uns des autres. Alors là, on n'est pas dans les dons spirituels, mais on est dans la complémentarité aussi des perceptions et des comportements dans l'Église. Donc ce modèle est là pour nous encourager à nous accepter les uns les autres et à nous comprendre en disant, ben oui, lui c'est normal qu'il râle un peu et qu'il nous embête parce que il veut moderniser l'Église, il veut nous pousser de l'avant et c'est normal parce que il aime bien tous les gadgets, voilà, il aime bien tout ce qui est nouveau, mais c'est important pour l'Église. Et celui-là, il est important aussi parce qu'il nous rappelle les valeurs, il nous rappelle ce sur quoi notre Église est bâtie et il faut pas renier le passé. Voilà. Ça nous rappelle aussi la parole de Jésus, hein, que un bon intendant prend des choses anciennes et de nouvelles choses. Eh bien, voilà, il faut savoir tout accepter, quoi.